Lorsque le capitaine Cook aborda en Australie en 1770, il débarqua sans le savoir sur une terre habitée depuis plus de 55 000 ans par les aborigènes, eux-mêmes originaires d'Asie du Sud-Est. Il ignorait aussi qu'à l'origine, des êtres mythiques sortirent de cette terre qui était alors sans relief. Ils voyagèrent et laissèrent des traces de leur passage. C'est ainsi qu'ils sculptèrent la terre et le ciel avant d'apparaître en songe aux premiers hommes. C'était le temps du rêve. Chaque site a sa propre légende. Jadis, Linta Pelinti était tombé amoureux d'une femme qu'il n'avait pas le droit d'aimer car elle était sa belle-mère. Il lui fit la cour avec des chants et tissa un fil magique pour l'attirer à lui. Bravant l'interdit, ils firent l'amour en ce lieu à Narlou et moururent tout de suite après. Leurs esprits s'enfoncèrent dans la terre, d'où jaillit ce point d'eau, symbole de leur union. Les frères et les sœurs de chaque famille héritent tous d'une terre et des légendes qui s'y attachent. Ils sont les gardiens des rêves, les artistes et les chanteurs de la mémoire. Les peintures rituelles et cérémonielles sur le sable ou sur le corps sont éphémères et ne représentent généralement qu'un segment d'un mythe. Mais les aborigènes, comme Paddy Carroll, les recomposent de plus en plus souvent sur des toiles. La peinture de Michael Nelson Jacamara reflète les légendes qui lui ont été transmises par son père et ses oncles. Comme bien souvent dans le désert central, ces tableaux sont en fait des cartes géographiques représentant le territoire de ses ancêtres. Voici les collines de Papunya, un plateau, un serpent arc-en-ciel et ce lac que ses ancêtres n'ont jamais voulu franchir. Les héros et héroïnes des mythes sacrés vivent dans une autre réalité. Mais en les invoquant par des peintures ou des chants, les aborigènes ravivent leur puissance bienfaitrice. Michael a un petit garçon. Il l'initiera aux légendes, aux chants et à la lecture des symboles picturaux. Il lui apprendra que les cercles concentriques représentent des sites sacrés et les U, des gens assis. Quand la peinture acrylique fit son apparition dans les années 70, les femmes saisirent l'occasion. Les peintures éphémères peintes sur le sable et sur les corps pouvaient alors être recomposées sur toile et être vendues, de quoi faire vivre leur famille. Les femmes ne peignent généralement pas de scènes du temps du rêve. Dans leurs tableaux, il est souvent question de la nourriture que l'on trouve dans la brousse, comme les fourmis à miel par exemple, très douces et très bonnes à manger. Les motifs que l'on peint sur les tableaux sont les répliques de ceux que l'on dessine sur les corps. Une peinture plus abstraite que figurative, ici dans le désert central. Ces créations ne sont pas faites pour être admirées. Elles sont l'expression rituelle et religieuse d'une culture spécifique. Chaque arrangement pictural a plusieurs significations selon le niveau d'initiation. Ce qui est vendu aux Australiens est une version publique, car peindre une version secrète d'un mythe mettrait en danger spectateurs et auteurs. Seuls les aînés peuvent contrôler la force de ces évocations. Des symboles puisés dans la nuit des temps et qui racontent ce qui est important pour les aborigènes, ce qui fait leur vie et leur identité, les liens entre la terre, les vivants, les ancêtres mythiques et les autres clans.
Parmi eux, la feuille de canne à sucre, élément vital d'une des grandes légendes du désert central. Elle s'est transmise de génération en génération. Aujourd'hui, ces petites filles sont aussi des petites feuilles sucrées. Dans le nord-est de l'Australie, on raconte que les sœurs Junkawu ont traversé la mer pour arriver en terre d'Arnhem. Elles y ont cheminé en suivant les nuages. Ce sont elles qui ont appris aux aborigènes le nom des créatures de ce pays et les ont initiées aux lois de la nature. Lorsqu'elles voulaient se désaltérer, elles plantaient leurs bâtons dans le sol, faisant jaillir de l'eau fraîche. Ce point d'eau est un lieu sacré. Sa source ne tarira jamais. David Maloney vit à Romangeni, dans le nord de l'Australie. Ici, on peint sur des écorces d'eucalyptus. Il dessine le poisson-chat, qui fait partie des créations des sœurs Junkawu et symbolise la renaissance de son peuple. Vandak, elle, est la petite fille du grand artiste Moalou qui, par sa peinture, voulait enseigner aux Australiens le lien vital qui existe entre l'art et la terre. Cette toile, elle l'a faite pour la National Gallery de Canberra. Elle représente sa terre d'origine, celle des sœurs Junkawu. Ici, c'est l'étoile du matin, Brauku. C'est de là que venaient les sœurs. Le panneau blanc du milieu représente Yelambra, l'une des deux sœurs. Le trou symbolise le lieu de naissance des ancêtres de Vandak. Vandak a toujours vu son père écorcer les arbres. Elle se souvient qu'il grimpait très haut pour avoir une pièce importante. De retour chez lui, il la mettait sur le feu pour les tirer. Puis il la laissait plusieurs semaines dans le sable pour qu'elle sèche. Moulin est le seul membre de sa famille à avoir été initié de façon complète. C'est pourquoi Vandak doit demander la permission à Moulin de s'inspirer des œuvres de son père pour ses propres créations. Aujourd'hui, l'art des aborigènes peut aussi être utilisé en signe de protestation. Ce fut le cas récemment quand de nombreux artistes du Nord ont érigé 200 piquets de sépulture à Sydney. C'était pour protester contre 200 ans de pouvoir blanc, 200 ans au cours desquels de nombreuses langues et tribus aborigènes ont disparu. Poteaux mortuaires à dresser dans la bonne conscience des Blancs comme un rappel des outrages commis au nom d'une culture qui ne supportait pas l'ombre d'une autre.
paysage ne peut pas... Pour un coup de chapeau à Courteweil, c'est dans September Songs, maintenant dans Musica. Der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mäckis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht die Ecke, den man Mäckis Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mäcki Messer, dem man nicht beweisen kann. Henny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mäcki Messer, der von allen nicht gewusst. See the shark with teeth like razors, and he wears them in his face. And McHeath has got a knife, but not in such an obvious place. Now see the shark, how red his fins are, as he slashes at his prey. Oh, Mac the Knife wears fancy gloves which give the minimum away. By the Thames turbid waters, men abruptly tumble down. Well, is it plague or is it cholera, or because McHeath's in town? And that child bride in her 90, those assailants still at large, violated in her slumbers. Mackie, how much did you charge? And that ghastly fire in Soho, 7 children, where'd he go? In the crowd stands Mac the Knife, but he's an ass and he don't know. In the crowd stands Mac the Knife, but he ain't ass and he don't know.
Maximilian Weil, born in Dessau, Germany, March 2nd, 1900. 1906, begins piano lessons with his father. Sigmund Freud illustrated interpretation of dreams. Composition classes with 1905, Albert Bing. the signing of the Russian-German 1913, Weil's first known composition, The Idea for High Voice. Public piano performance. 1916, 1917, Opernlieder the October Songtext. Russian Revolution. 1917, Das schöne Kind for Voice. Communist Piano. uprising. 1920, Orchestral Suite, E Major. Adolf Hitler, 1921, the Nazi Party. November 1. Dedicated to artistic 1922, education of Zaubernacht, patients. a ballet from 1 trillion gold 1924, marks. meets the aspiring actress Lotte Lenya. Concerto They for married in violin. 1926. Hindenburg elected Germany. 1926, premiere of their protagonist established Weil's Germany reputation. entered 1927, meets Bertolt Brecht. They 1927, collaborate on the Mahagoni the soundtrack. first of the The famous Nazis collaborations Hitler's Bertolt Run. Brecht. The Three-Penny Opera performed over Three-Penny 10,000 Opera times caused in a the next popular 5 years. sensation, and Weil's music crosses over from the opera house and concert hall to inspire musicians of all styles. His songs continue to be rearranged, reinterpreted, and reinvented to this day. John was all present and Jim was all there and Georgie was up for promotion. Not that the army gave a bugger who they were when confronting some heathen commotion. The troops live under the cannon's thunder, from Sin to Crouch Bay Harbor, moving from place to place. When they come face to face with a different breed of fellow, whose skins are black or yellow, they quick as winking chop them into beefsteak tartare. Johnny found his whiskey too warm and Jimmy found the weather too balmy. But Georgie took them both by the arm and said, don't ever disappoint the army. The troops live under the cannon's thunder, from Sin to Crouch Bay Harbor, moving from place to place. When they come face to face with a different breed of fellow, whose skins are black or yellow, they quick as winking chop them into beefsteak tartare. John is a write-off and Jimmy's dead, and Georgie was shot for looting. But young men's blood goes on being red, and the army still goes on ahead, recruiting. The troops live under the cannon's thunder, from Sin to Crouch Bay Harbor, moving from place to place. When they come face to face with a different breed of fellow, whose skins are black or yellow, they quick as winking chop them into beefsteak tartare.
an mir. Hinauf und hinab durch den Panschab, den Fluss entlang bis zur See. Ich sehe schon aus im Spiegel wie eine Vierzigjährige. Du wolltest ich liebe, Johnny, du wolltest Geld, Johnny. Ich habe so, Johnny, nur auf deinen Mund. Du bedeutest alles, Johnny. Ich komm dir her, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Sarabaya, Johnny. Warum bist du so roh? Sarabaya, Johnny. Mein Gott, und ich liebe dich so. Sarabaya, Johnny. Warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny. Und ich liebe dich so. Ich habe es nicht beachtet, warum du den Namen hast. Doch auf einer ganzen langen Kiste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett wird dich donnern hören in die See, und du gehst ohne etwas zu sagen, und ein Schiff liegt unten am Quai. Du hast kein Herz, Johnny, du bist ein Schuss, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny, sag mir den Grund. Ich liebe dich so, Johnny, wir wissen noch, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Warum bist du so roh? Mein Gott, und ich liebe dich so. I want to reach real people, a more representative public. If music is confined to the drawing room, its existence is no longer justified. Kurt Weill's latest collaboration is with Bertolt Brecht. The aim of theatre should be to alter society. Places of entertainment must become organs of mass communication. Jenny was the composer's wife, Lotte Lenya. My wife, Lotte Lenya, cannot read music. But when she sings, people listen to her as they do to Caruso. Whatever melody comes to me, I first hear it in my head, as sung by Lenya. Kurt was in love with Bertolt Brecht's poetry. It opened up something in him. They had a hell of a good time when they were working together. The Three-Penny Opera is the most important event in musical theatre since Berg's Wozzeck. And I say this after singing... What attracts me to Brecht is the way in which my music becomes so powerfully interlocked with his poetry. I am convinced that collaboration between two equally productive minds can lead to something fundamentally new. Our epic theatre arouses the viewer's capacity for action, and today's opera must be provocative, politically and philosophically. A decadent offshoot of socialism, dramatic realism, and utility music.
with the use of elements of so-called cheap music such as jazz and cabaret, we are trying to satisfy the needs of the general population without giving up artistic substance. In this work there's not even a single trace of political satire. It is nothing but an entertaining Let us rid ourselves of these nothing fashionable reviews and operettas and clean up our temples of art. In the theater of Bertolt Brecht and Kurt Weill, the social issues are This real. composer's Jewish anarchic tendencies are tied to the worst kind of subversion. In this time of social upheaval, we cannot communicate using the theatrical forms of 50 years ago. Our music must express the powerful emotional complexity of our own era. Und nach diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und da werden sie nicht sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. Was sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague. From Prague came a pair of high-heeled shoes. With a kiss or two came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. Sent to the soldier's wife from Oslo over the Sound. From Oslo there came a collar of fur. How it pleases her, little collar of fur. From Oslo over the Sound. What was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam. From Amsterdam, he got her a hat. She was sweet in the little Dutch hat. From the wealth of Amsterdam. Was sent to the soldier's wife from Brussels in Belgian land. From Brussels he sent her laces so rare to have and to wear. Oh, those laces so rare from Brussels in Belgian land. What was sent to the soldier's wife from Paris, city of light. In Paris he got her silken gown. 'Twas ended in town, oh, that silken gown from Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife from the south, from Bucharest. From Bucharest he sent her a shirt embroidered in pert, that Romanian shirt from the south, from Bucharest. What was sent to the soldier's wife
from far off Russian land. From Russia they came, just a widow's veil, from a death to be wed in a widow's veil, in the far off Russian land. Show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our hero mama, and must have whiskey, oh, you know why. The next pretty boy. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon
ballad of the question. What keeps mankind alive? You gentlemen who think you have a mission to purge us of the 7 deadly sins should first sort out the basic food position, then start your preaching. That's where it all begins. You lot to preach restraint and watch your waist as well should learn for once the way the world is run. However much you twist, or whatever lies you tell, food is the first thing. Morals follow on. So first be sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that millions are daily tortured, starved, silenced, and oppressed. Mankind can keep alive thanks to his aptitude for keeping his humanity repressed. And now, for once, you must try to face the facts. Mankind is kept alive by bestial acts. And for once, you must try to face the facts. Mankind is kept alive by bestial acts. The music of Kurt Weill is a slap in the face for German values. This composer, this Jew, has had the impudence to put before the German people works like the Threepenny Opera and Mahagoni. He must be treated with mistrust, since he uses our operatic stage for his own anti-national purposes. March 1930, Leipzig. At the opening of the latest of Weill's operas, Nazis are protesting in the streets. The rioting spreads inside the theater, and they disrupt the performance. Fistfights begin. In fear of further Nazi violence, most theaters withdraw the work. Most blatant is Weill's use of jazz. By bringing Negro rhythms into German art music, he is telling us that we need a transfusion of Negro blood, as if the race of Bach, Beethoven, and Wagner needed to be refreshed with Negro blood.
Winter 1930. Augsburg. Weill happens upon a Nazi rally. Adolf Hitler is the speaker. He denounces the alien cultural influences infesting the homeland, singling out three names: Albert Einstein, Thomas Mann, and Kurt Weill. Fearing for his safety, Weill slips away unnoticed from the raging crowd. March 1933. Weill is warned by a friend that he is on the Nazi blacklist and is in danger of being arrested. That very night, Weill flees Germany and escapes to Paris. His works are banned from the German stage by the Hitler regime. Oh, heavenly salvation, our precious city has been spared. The storm has passed and vanished above us. The storm has ended, and death steps back into the waters once more. Oh, heavenly salvation, 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 our precious city has been spared. The storm has passed and vanished above us. The storm has ended, and death steps back into the waters once more. Oh, heavenly salvation, oh, heavenly
bout du monde, ma barque est vagabonde, errant au gré de l'onde, mais qu'en 18 un jour, l'île est toute petite, mais la fée qui l'habite, gentiment nous invite à en faire le tour. C'est le pays de nos désirs. C'est le bonheur, c'est le plaisir. C'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile foncée. De tous les humains, la délivrance que nous attendons tous pour demain. C'est le pays de nos plaisirs. C'est le bonheur, mais la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre, s'y trouver le mystère où nos rêves se tairent en quelques yucalis. L'étoile conçue, c'est le respect de tous les vœux échangés. C'est le prix des beaux amours partagés. Qui est au cœur de tous les humains, la délivrance que nous attendons tous pour demain. Plaisir.
September 1935, and America receives one of Europe's greatest musicians, perhaps one of the greatest of our century. After escaping the evil clutches of Nazi Germany and a 2-year sojourn in gay Paris, composer Kurt Weill and his wife, actress Mona Lenya, have come to America. And though Mr. Weill had planned only a short working visit, he now proclaims, "The moment I landed here, I felt as though I'd come home." And what a home! America offers the Weills a whirlwind of delights. Soaring skyscrapers, jazz clubs in Harlem, high society soirees, and the brilliance of Broadway.